Nous allons passer bientôt à la pathologie. J'ai juste un petit mot à dire puisque nous allons sortir du laser femtoseconde. Donc là, on va rester dans les lasers, mais ailleurs. Et je voudrais quand même dire quelque chose. Tout le monde vous a remercié. Je vais y participer. J'ai envie de faire une petite allusion à votre collègue français récent prix Nobel de physique sur la mécanique quantique, ou la physique quantique plutôt. Sur la physique quantique, il est habituel de dire que quelqu'un qui dit qu'il a compris la physique quantique est quelqu'un qui n'y a rien compris. Ici, au moins, vous êtes dans un environnement où les gens ont compris ce que vous faisiez, et je pense que c'est quand même assez rassurant pour vous. Absolument. Et on vous remercie encore. Je crois, enfin, je fais quand même tout mon possible. Absolument. Je vous raconte pas ce que je fais en fait en physique. Hein. Parce que là, ça serait difficile à comprendre. Hein. On serait d'essayer en tout cas. Mais non, c'est fantastique de voir toutes ces applications. Parce que c'est parti, c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que les pouvoirs publics doivent comprendre ça. C'est vraiment, c'est parti. L'argent que j'ai touché, c'était pour faire de la physique. Et en fait, j'ai fait de la médecine. Enfin, une partie. Absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y avait, j'ai jamais été critiqué pour ça. Je veux dire, même le NSF, les choses comme ça, le DOI. Alors, quand ils venaient voir mes travaux, je leur expliquais, écoutez, il y a un truc vachement bien, c'est cette ophtalmologie qu'on peut faire alors que je touchais pas, en principe, je touchais pas un sou pour faire ce genre de choses. Mais j'ai jamais été critiqué. Ça, c'était bien. Ça, c'était très, très bien. Même on m'a donné de l'argent à côté, quoi, comme je vous le racontais avec le président de l'université. Voilà. Bravo en tout cas et encore merci pour votre contribution. Alors on va rentrer dans la pathologie et là on va parler de glaucome avec un éminent spécialiste du glaucome, professeur Jean-Philippe Norman, qui est chef de service au 15-20. Merci. Professeur Benhamou, merci vraiment de votre invitation, je suis très touché. Jean-Pierre, cette organisation est superbe et merci aussi de m'avoir fait visiter il y a quelques années l'Institut Fyodorov, où il y a un musée de la personne qui a créé ça, c'est formidable. Professeur Bourroux, c'est vraiment un très grand honneur. Je crois que la dernière fois que j'ai vu un prix Nobel, c'était quand j'étais jeune interne aux États-Unis, j'avais fait une présentation, il m'avait juste dit « c'est bien » et ça m'avait fait toute la journée. Donc, à un congrès de l'Arvo. Il y a un sujet, là, le glaucome, qui me fait vraiment très important. Ah bon, alors... C'est quelque chose que d'ailleurs, c'est quelque chose, quand nous avons déménagé des États-Unis il y a une vingtaine d'années, j'avais une position à l'école polytechnique et tout ça, et il y a une chose que je n'ai pas pu déplacer, c'était tout ce qui était l'ophtalmologie dans mon ancien laboratoire, je n'ai pas pu l'amener avec moi, et on faisait des travaux justement sur le glaucome, qui étaient vraiment passionnants, mais on n'a pas pu les terminer. Alors j'espère, je cherche toujours des occasions justement pour reprendre me remettre en selle. Ouais. Merci beaucoup. Ça serait sûrement très, très souhaitable parce que ce que je vais vous présenter, c'est les lasers couramment utilisés dans le glaucome. Et ces lasers eux-mêmes ne sont pas nouveaux, extrêmement nouveaux. Ils ont une quinzaine d'années ou un peu plus. Mais c'est plutôt leur usage actuel avec des nouvelles publications qui ont un petit peu souligné leur intérêt. Alors dans le glaucome, bon, les lasers ne sont pas du tout aussi capitaux que dans la chirurgie réfractive, ça c'est certain. Un petit mot pour vous rappeler, mais vous le savez bien tous, qu'il y a deux formes de glaucome, bien sûr. Hein, ce glaucome angle ouvert qu'on appelait avant glaucome chronique, et puis le glaucome angle fermé qui s'est anciennement appelé glaucome aigu. Chacune de ces deux pathologies peuvent avoir un grand apport, enfin le laser peut avoir un grand apport. Dans le glaucome angle ouvert en particulier, on peut remanier le trabéculum au laser.
avec ce qu'on appelle le laser sélectif, Selective Laser Trabeculoplasty, qui est une technique développée depuis 25-30 ans, avec une longueur d'onde de 532 mm, et par rapport aux anciennes techniques, qui étaient les anciennes techniques avec le laser à argon, qui est beaucoup plus spécifique pour détruire la mélanine, permettant de ne pas toucher les faisceaux de collagène, ni les cellules sans mélanine, et donc d'agir uniquement au niveau du trabéculum. Et on le voit bien dans cette diapositive où à la partie supérieure droite, on voit un impact de laser SLT qui ne modifie pas le trabéculum, et en bas, le cratère qui est déclenché par le laser à argon. Alors le grand défaut de ce laser à argon initialement, c'est que ça semblait marcher, mais à force de faire des petits cratères de cicatrisation, ça finissait par avoir l'effet inverse, c'est-à-dire ça bloquait l'évacuation, comme une cicatrice qui est nettement moins favorable qu'une région saine. Alors, les mécanismes d'action sont assez multiples. On pense qu'il y a des phénomènes d'étirement mécanique, puis aussi des phénomènes biochimiques de modification du collagène. En pratique, ça se fait de la façon suivante. On fait 1 ou 2 séances par œil, espacées d'1 mois, des spots assez larges de 400 microns, donc on dispose sur ce trabéculum avec une petite verre à 3 miroirs, soit 180, soit 360 degrés, et ça se présentera comme ça. Voilà, chaque impact, on va savoir que ça fonctionne parce que ça va faire de façon très courte des petites bulles de gaz, des sortes de petites bulles de Perrier, vous voyez, sur lesquelles voilà, chaque impact le fait. Et donc j'explique aux patients que c'est suffisamment chaud pour aller jusqu'à faire bouillir l'œil à l'intérieur, mais suffisamment peu de temps pour que ça ne soit pas dramatique pour lui. Voilà. Et... c'est quel type de laser? Micropulsé. Quel type de laser? Alors, le laser... c'est du Q-switch. Q-switch, oui, c'est du Q-switch, comme vous le présentez. C'est du Q-switch, d'accord. Voilà. Donc, c'est des impulsions qui sont relativement longues, etc. Longues, à votre échelle, je pense, mais à notre... Mais c'est 30 nanosecondes. Oui, c'est ça. Oui, c'est très long, ça. Ah, bien sûr. Bon, je ne vais pas dire ça aux patients, parce qu'il va quand même franchement s'inquiéter. Hein. C'est quand même... Alors, vous les voyez, ces petites bulles qui nous indiquent, là, par exemple, qu'on est sur le côté. Oui, c'est très long par comparaison à... Bien sûr, mais au contraire, c'est très intéressant. Voilà, et alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est l'évolution concernant l'usage de ces lasers. En 2009, la Société européenne du glaucome disait, voilà, vous avez un glaucome, eh bien, c'est traitement médical, et puis chirurgie, et puis on verra bien pour le laser. Et puis au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus confiance dans ces lasers. Et là, dans le glaucome, dans les recommandations de 2014, on était déjà à, si on a un glaucome, traitement médical ou traitement par laser, et traitement par laser ou chirurgie, et si on a un glaucome, on peut déjà un peu aller au laser. Mais si on a juste un excès de tension, qui en a souvent, très souvent, on disait « Ah non, là, on ne fait pas le laser, on fait que les gouttes ». Eh bien, finalement, une grande étude qui a été publiée en 2019, donc c'est très récent, a changé notre état d'esprit, précisant la place de la trabéculoplastie au laser dans le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire, qui est juste l'excès de tension risquant de déclencher un glaucome. Eh bien, c'est une grande étude qui a comparé, grande étude à l'anglo-saxonne, 350 patients avec le laser, 350 avec un traitement médical, suivis pendant 3 ans. Et ce qui est intéressant et moderne, finalement, c'est que l'endpoint principal, c'était même pas l'efficacité, mais c'était la qualité de vie. En imaginant que de mettre des gouttes, ça allait baisser la qualité de vie suffisamment pour que ça n'aille pas. Et puis, secondairement, efficacité et rapport coût-bénéfice. Alors là, ça n'a pas marché pour la qualité de vie. Les gens n'ont quand même pas estimé que mettre une goutte par jour, c'était la fin du monde. Donc, ça n'a pas été tellement avantageux. Mais en revanche, pour tout le reste, ça a été assez spectaculaire. Vous voyez, avec le laser, on atteignait dans 78% des cas la pression cible, qui était baissée de 20 ou 30% la pression oculaire, contre seulement 64 avec les collyres. Et puis surtout, on avait beaucoup moins besoin de rajouter un premier, voire un second collyre, plutôt un second, voire là un premier puis un second, et dans le cas de gouttes, un deuxième, voire un troisième collyre. Pour la progression du glaucome aussi, on s'est aperçu que ça a évolué moins vite. Et puis finalement, bizarrement, alors que la pression oculaire était légèrement plus élevée. Probablement tout simplement parce que quand on met des gouttes, on oublie assez souvent, et donc ça provoque une dégradation. Et si on retraitait les gens, finalement, ça marchait très bien, on pouvait les retraiter si ça n'avait pas marché tout de suite. Donc une deuxième séance de laser pouvait avoir une action même plus longue que la première séance de laser. Et sur le plan du coût, là aussi,
c'était avantageux à partir du moment où vous faisiez du laser plus que tous les 3 ans. Moins fréquemment que tous les 3 ans. Si c'était tous les ans, c'était plus coûteux, mais sinon, c'était meilleur marché. Et puis finalement, de toutes ces études donc, et de cette publication, on est arrivé à cette dernière recommandation de la European Glaucoma Society qui disait « Vous pouvez tout de suite faire du laser, c'est peut-être la meilleure idée. » Et on va probablement évoluer vers là, et c'est plus simple, à condition d'avoir l'appareil, parce que c'est un appareil spécifique, mais je crois vraiment que ces grandes études nous aident énormément. Bon, alors il y a aussi des problèmes, c'est seulement 3 ans alors que la maladie est chronique. Si les gens ont déjà des gouttes, l'étude elle-même ne précisait pas si ça allait être aussi efficace, mais il y a bien des chances. Et puis il y a aussi des problèmes de concept, c'est que là c'est un laser qu'il faudra répéter éventuellement tous les 3 ans. Et il ne faut pas que le patient pense que c'est fini. Autre situation qui n'a rien à voir, le glaucome angle fermé. Donc vous voyez le glaucome angle fermé, la pupille se dilate, elle se coince entre le cristallin. Il y a un blocage entre le cristallin et la pupille. La partie périphérique de l'iris vient coincer la sortie. Et là, la pression monte simplement parce que l'iris est devant le trabéculum. Et on se retrouve dans des situations très souvent de crise de glaucome angle fermé. Ça fait très mal. Ce n'est pas un hasard que l'œdème que la cornée puisse être œdémateuse sur cette photo. En effet, elle l'est. Et de profil, on voit que la chambre antérieure, ce qu'on appelle la chambre antérieure de l'œil, c'est-à-dire entre l'iris et la cornée, est réduite. Et puis si on arrive un peu plus tardivement, on voit un certain nombre de séquelles. Et sur le plan visuel, souvent dramatique. Alors, on peut aussi, par des appareils plus modernes, mesurer cette profondeur de la chambre antérieure avec des OCT qui nous montrent en haut une situation normale et en bas l'iris qui est venu en avant coincer la sortie. Et là aussi, donc là, le laser depuis longtemps, qui est un laser YAG, a pour objectif très facilement de faire un petit trou dans l'iris. Et on voit facilement sur cette représentation que du pigment sort. Alors comme le pigment est à la partie postérieure de l'iris, du moment qu'il sort par là, eh ben, c'est que c'est perforant. Et la situation est pratiquement toujours résolue. Parce que l'iris étant un muscle ayant plutôt tendance à ouvrir qu'à fermer ce trou, ça ne se rebouche pratiquement jamais. Donc ça fait très longtemps qu'on le connaît. Et alors on se dit, mais au fond, est-ce qu'on ne devrait pas traiter tout le monde, tous ceux qui ont un risque de faire ça? Et là, cette fois-ci, il y a une autre grande étude. L'iridotomie a-t-elle toujours sa place devant tous les angles étroits? Une autre étude dans le Lancet, 2019 aussi, donc très récente, avec à nouveau beaucoup de rigueur. Une étude faite en Chine, parce que c'est surtout en Asie que se trouve ce type de glaucome. 900 patients, chacun ayant un œil traité et l'autre pas traité. Et on attend 6 ans pour voir si l'œil traité se déclenche en crise de glaucome aigu et l'autre pas. Et on se dit, bon, ben ça va être formidable, à tous les coups, ça va marcher. Eh bien, pas tant que ça, parce qu'il a fallu attendre longtemps avant qu'on voit une différence. Et on se rend compte que, bien sûr, ça réduisait de 47% le risque de développer un blocage pupillaire, mais pas plus que ça. Et en fait, les études montraient, comme c'est présenté, que d'une part, il a fallu allonger l'étude à 72 mois pour voir une différence, et qu'il faudrait donc traiter 44 patients pour rien, pour éviter qu'un patient puisse avoir ça. Ben là, la question, c'est pas évident que la réponse soit il faille traiter tout le monde. Et donc, on en est arrivé à peu près à la conclusion inverse de celle que je vous ai présentée pour le SLT. Le premier, on a dit, bah, finalement, c'est ça la solution. Et là, on a dit, bah, il faut peut-être laisser les gens tranquilles, pas à tous les coups les traiter, parce qu'il y a des petits inconvénients. Parfois, la lumière passe par là, ça provoque des petits troubles, ça peut aussi provoquer quelques complications. Et voilà. Et donc, la conclusion était beaucoup moins claire. Bon, et juste pour terminer, pour ne pas être trop long, 2-3 petits autres exemples d'intérêt du laser. Quand cette fois-ci, c'est pas au niveau du blocage que ça se passe, mais au niveau directement de la périphérie. L'angle est directement coincé, c'est ce qu'on appelle l'iris plateau, parce que l'iris fait un plateau, il ne bombe pas. Et bien là, on peut aussi traiter, alors on peut aussi le voir bien sûr en OCT, où on voit de profil la situation. On va le traiter par ce qu'on appelle une iridoplastie, c'est-à-dire qu'on va brûler la partie au laser argon, la plus périphérique de l'iris, pour provoquer une petite rétraction, pour rouvrir cet angle, pour éviter que ça ne s'évacue. Donc vous voyez, on fait à peu près une 50aine d'impacts. Ça fait un peu mal, mais enfin, on va dire que c'est supportable. En tout cas, c'est ce qu'on dit aux patients, mais enfin ça va. Alors il faut que ce soit juste bien fait. À gauche, c'est bien fait, on voit les petits grains de beauté. En haut à droite, c'est trop peu, on n'en voit pas assez. Et puis en bas à droite, là franchement, c'est trop. Et finalement, ça marche bien, on le voit en faisant des OCT que ça arrangeait aussi. Et finalement, juste pour terminer, est-ce que la chirurgie est beaucoup aidée par le laser? Pas
pas tellement, hein, un tout petit peu avec les lasers diodes pour détruire un peu les procès ciliaires, mais conceptuellement c'est pas génial puisque le problème n'est pas au niveau de la synthèse du liquide mais au niveau de l'évacuation. Bon, ça reste encore tout à fait chirurgical et les lasers, bien qu'il y ait des indications avec certaines techniques d'ultrasons haute fréquence, restent quand même tout à fait secondaires. Donc pour conclure, place importante des lasers dans la gestion du glaucome, mais enfin les colis restent néanmoins nécessaires le plus souvent. Et j'ai hâte que de nouvelles technologies, cher monsieur, puissent arriver pour éventuellement avoir une approche différente de celle que nous avons aujourd'hui. Oui, merci, volontiers. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je crois que c'est intéressant de voir qu'il y a une gradation des effets en fonction du temps de délivrance. On a parlé des temps très courts qui transforment la matière, il y a celle des temps un peu moins courts, les picosecondes qui vont plutôt rompre les jonctions moléculaires, les nanosecondes vont plutôt faire des effets mécaniques et les temps longs chez nous vont faire plutôt les effets thermiques, c'est ce qu'on a vu et qu'on reverra tout à l'heure. Et les temps longs chez nous, c'est le dixième de seconde. Donc, on voit bien effectivement la gradation. Est-ce qu'il y a des questions sur glaucome? Oui, le micro. Pardon, oui, moi j'en ai une là, c'est lorsque vous perforez l'iris, vous le faites ça encore une fois avec un laser. Un laser YAG. Un laser YAG. Oui, oui. Donc nanoseconde. Donc nanoseconde bien sûr. Et là, avec un laser femtoseconde, il me semble que ça serait le trou que vous pourriez faire serait peut-être plus propre ou plus. Ah, peut-être. Peut-être en effet. Seulement, il faut que vous achetiez un laser. Mais c'est en effet. Juste pour faire avec probablement, oui, ça sera peut-être un petit peu cher ça. Mais c'est une très bonne idée parce que je vous ai montré un iris bleu de patients caucasiens et on arrive très facilement à les ouvrir. Mais les iris, soit des patients asiatiques qui ont un iris très épais ou africains, c'est très difficile d'y arriver parce qu'on n'arrive pas à perforer quelque chose aussi important et ça pourrait sûrement voilà. Oui. Prends le micro. Ah oui. Thibaut Joas qui fait ça. Il y a une start-up qui a été montée aux États-Unis qui s'appelle Vialas, qui est en train de travailler là-dessus et qui a été fondée par Tibor, votre ancien. Voilà. Oui. Mais si vous n'avez pas le laser, par exemple, vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui a un laser femtoseconde? On en a un, mais j'ai l'impression qu'il ne pourrait pas vraiment faire ça. On en a un au 15-20 pour les chirurgies. Ah oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que là, c'est... Bon, ça serait assez différent. Je me demande si le setup le rendrait possible. Conceptuellement, tout à fait, oui. C'est une question de partage. Oui, mais l'appareil est difficile à partager. Il va falloir verticaliser la part. Enfin voilà, c'est tout. C'est un peu comme quand on a un robot chirurgical, on le partage. Non, mais avec le professeur Baudouin, on le partagera bien volontiers. Parce avec un étage de différence. On manque pas de. Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Hein. Le partage se fera très amicalement. On manque pas de laser femtoseconde. On a quand même 3 chez nous, hein, donc on est bien lotis. Mais la question, c'est effectivement qu'il n'est pas adapté à ce type de visée, puisqu'on voit bien que toute l'imagerie embarquée qui est associée est fondamentale pour tirer au bon endroit quand même. Parce que c'est court, c'est petit, mais il faut quand même bien viser. Il y a moins d'impact. L'autre question. On a le timing. David, je regarde l'horloge. Hein. Une question de David Touboul et ensuite. On va donner la parole. Juste dans la thématique de la sérendipité, toujours, il y a des Américains qui fabriquent en ce moment des systèmes qui ressemblent beaucoup à SLT dans le laser pour décolorer l'iris, c'est-à-dire passer d'un marron plutôt à un bleu. C'est le même type de laser finalement, mais avec un système plus intégré, plus adapté à l'application. Et ils ont découvert que ce laser faisait baisser la pression intraoculaire. Donc c'est une découverte qui n'était pas l'objectif. Et ils ont découvert, ils sont en train de fabriquer une machine qui ne fait que ça, ne fait que du glaucome, on verra peut-être arriver. Alors, il y a des études à faire, mais en tout cas voilà, c'est un exemple. C'est très intéressant. Un nouvel exemple, encore un exemple de on a découvert quelque chose. À savoir si c'est pas juste à travers l'inflammation que ça déclenche, que ensuite, comme l'inflammation fait baisser la pression, mais transitoirement, mais très bien. La machine de l'académie qui met en contact des personnes de façon transversale, et c'est vraiment ce qui est assez... ça sert un peu à ça, on fait un réseau d'influence, normal. Alors maintenant...